tout le monde, dans ce tutoriel nous allons parler des chaînes de modèles ou les template strings que l'on abrège directement en Python par tstrings, et c'est une particularité un petit peu nouvelle, plus récente en tout cas de Python, concernant les chaînes de caractères, même si ce n'est pas exactement ça, il y a d'autres systèmes un petit peu sous-jacents et c'est tout l'intérêt justement de cette vidéo. Pour suivre ce tuto, vous avez évidemment besoin de savoir ce qu'est une chaîne de caractères, donc je vous renvoie sur l'épisode 15 du cours si vous voulez en savoir un petit peu plus concernant le fonctionnement même d'une chaîne de caractères et l'utilisation, je rappelle, des chaînes formatées, chaînes de format, donc le f-string, qui font également partie d'un fonctionnement que l'on retrouve précisément ici dans les chaînes de modèles, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Au niveau des informations pour la suite, donc petit rappel rapide, au moins le minimum dans ce qu'on a besoin, et pour identifier les problèmes éventuels ou les limites qu'on peut rencontrer sur nos chaînes. Alors je vais marquer ça exceptionnellement ici, parce que j'ai beaucoup de lignes à écrire pour vous montrer. Au niveau de nos chaînes formatées ou chaînes de format, peu importe, c'est-à-dire les fameuses f-strings, on a vu dans le cours Python que c'était une manière finalement expressive et flexible d'écrire des chaînes de caractères en injectant directement des valeurs issues de variables ou d'expressions et de traiter tout cela sous la forme d'une chaîne. Et l'affichage est possible avec une fonction comme print, bref, pas de problème par rapport à ça. Les limites en revanche d'un tel système, il y en a quelques-unes, bien sûr, parce que c'est aussi tout l'intérêt ici des tstrings. Le premier, c'est le fait simplement de générer tout de suite une chaîne. On génère directement une chaîne, donc de type str ici, et évidemment, il n'y a pas de distinction, si vous voulez, entre les données qui vont être littérales et les données qui vont être dynamiques. Donc c'est-à-dire c'est à l'issue de variables, etc. Donc si je reprends un exemple tout bête, que je mets ceci, et qu'ensuite je mets texte, bien sûr, parce que dans ma tête je pensais, voilà, comme ceci, une chaîne formatée, une chaîne de format, ok, où on a notre chaîne de caractères. D'ailleurs on pourrait même rajouter un point ici pour avoir une autre partie, hein. Ça fait partie d'une autre chaîne, et on injecte à cet endroit eh bien, la valeur de cette variable. Okay. Donc on va générer ici directement une chaîne de caractères, c'est pour ça qu'en faisant un simple affichage ici, j'affiche la chaîne complète, et il n'y a pas d'histoire de données différentes, ce que je vous ai dit, tout est traité au final comme une chaîne de caractères complète, unique, et on a automatiquement ce type-là, et si on n'est pas sûr, on peut bien sûr vérifier ça en faisant appel à type, et vous voyez bien qu'on a bien une chaîne de caractères, donc pas de problème là-dessus, on a voilà, pas de doute à ce sujet-là. Autre particularité, le fait que ce système-là, qui bien sûr offre plein de perspectives et plein de possibilités, est assez flexible, évidemment, il empêche, voire même il rend difficile ou il empêche toutes les mesures de sécurité qu'on voudrait appliquer. Donc, je vais noter un tel quel, on va dire rend difficile ou empêche d'appliquer des mesures de sécurité. Ça, vous aurez un petit résumé ici, là, textuel sous les yeux, c'est plus pratique. Ne serait-ce que par exemple pour tout ce qui est filtrage de données, nettoyage, validation d'informations, bref, peu importe ce genre de choses. Non difficile, tout va bien. Par rapport à ce qu'on veut ici au niveau de données de sécurité, parce que tout est traité sous forme de chaîne. Donc on ne fait pas la distinction, encore une fois, entre les données dynamiques et de ce qui ne l'est pas. Donc on ne se pose vraiment pas la question par rapport à ça. Et si vous connaissez d'autres choses, par exemple, comme des failles qu'on peut retrouver en web, d'injection, ou alors des failles qu'on peut retrouver en SQL aussi, voilà, tout ce genre de choses, c'est vrai que là, si on veut essayer d'appliquer des mesures de sécurité par rapport à des données injectées, soit c'est compliqué à mettre en place, soit on peut tout simplement pas garantir une sécurité par rapport à ça. Et bien sûr, finalement, le point qui ressort de tout ça, c'est comment intercepter, filtrer, valider, peu importe, transformer, formater même, etc. des valeurs par rapport à ce que nous avons, puisque on n'a pas cette distinction finalement des données qu'on a avant de les afficher. Voilà comment on peut faire pour tout ça. Justement, à ces problèmes-là, finalement, ou ces limites, parce que c'est pas tellement un problème en soi, hein. Les chaînes formatées ont un fonctionnement bien précis, un rôle bien précis, elles font ce qu'on leur demande, donc c'est très bien, mais évidemment, si on rentre dans ces cas de figure, dans ces scénarios un peu particuliers, on se retrouve limité avec ce que nous avons ici au niveau de Python. C'est ainsi qu'est né, avec
Python 3.14, donc il faut que vous ayez un interpréteur en cette version minimum, c'est important, l'arrivée des T-strings, donc les template strings, ou en français chaîne de modèles, chaîne modèle, on peut appeler ça de plusieurs manières différentes. C'est vrai que les gens ont beaucoup l'habitude de parler tout le temps en anglais. Je fais l'effort de toujours, puis par habitude, de franciser un petit peu tout ça. On va donc voir ensemble ce que amène finalement ce qu'amènent ces chaînes de modèles et les fonctionnalités un petit peu qui sont apportées avec cette nouvelle fonctionnalité au langage. Donc vous allez voir, c'est pas non plus extrêmement long, mais il y a quand même quelques petits détails à connaître, quelques particularités quand même par rapport à tout ça. Bon, je vais enlever ce code, je vais enlever tout ça. Hop. On va prendre ce qu'on a. Alors, petite distinction qui va être importante à ce stade. Si nous avons ceci, si on travaille avec xstring, je vous l'ai dit, on obtient directement, ça produit finalement une chaîne, donc de ce type-là. Pas de doute là-dessus, comme je l'ai expliqué juste avant. Si on travaille avec une chaîne de modèles, comme ceci, on va avoir finalement non pas un type de chaîne de caractères, mais un objet structuré template. Donc qui en réalité provient de, si on prend le chemin complet, ça doit être ça, template lib, normalement, template. Exactement, si on veut, mais raccourci, voilà, template par rapport à ça. Évidemment, il ne s'agit plus ici que qu'une chaîne de caractères, mais d'un type un peu plus précis, un peu plus structuré, avec davantage de données. Donc je vais vous montrer au niveau syntaxe, parce que niveau syntaxe, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez bien compris comment fonctionnaient ici les chaînes formatées dans le cours, vous allez voir que c'est quasiment similaire, on va juste changer un petit préfixe. Donc ça va très bien aller là-dessus. Je vais écrire mon code, prépare comme ça pour la suite. Je vais mettre ici, finalement, la chaîne modèle, donc ici. Et je vais précéder, donc T minuscule ou T majuscule, peu importe, comme pour les F-string, F majuscule ou F minuscule. Et ici, je vais écrire tout simplement Chapin, bien sûr, name, et on va mettre un petit point aussi après, pour terminer complètement, pour avoir, si vous voulez, une petite chaîne ici après, parce que visuellement, ça va être beaucoup plus pratique pour vous aussi par rapport à ce que je vais vouloir vous montrer. Voilà ce que nous avons. Ici, nous allons avoir différents éléments, puisque l'intérêt de ce type, c'est de faire la séparation, d'accord? Donc la conservation des différentes parties entre ce qui est littéral, donc par exemple ça, vous voyez, c'est littéral, c'est marqué directement dans le code, l'espace ici, le point, etc. Des données injectées, donc les interpolations. Ok, toutes ces choses-là vont être intéressantes. On va plus simplement considérer que ceci, à l'arrivée, est une simple chaîne, comme c'était le cas ici, mais bien d'avoir un type qui va englober chaque chose séparément. Donc, on ne sera plus sur du simple affichage par la suite. Vous verrez qu'on a quelques petits mécanismes à mettre en place pour ça, mais on va pouvoir effectivement mettre en place des systèmes de sécurité ou de filtrage ou autres par la suite grâce justement à ce modèle-là. Template, c'est juste pour l'info, mais maintenant vous savez un petit peu quand même, si vous savez pour les chaînes, est immuable. On ne peut pas réassigner les choses et il est itérable. Voilà. Je vous le note ici, c'est bon à savoir par rapport, vous savez un petit peu à quoi ça correspond, ce qu'on peut faire éventuellement avec ces données, mais c'était bien de le savoir pour la suite. Ok. On a différents attributs qui sont accessibles par rapport à ça. Une fois qu'on obtient ici un objet, alors, c'est ça que je peux vous faire ça. Faire ceci, c'est bien quand même de montrer. Donc voici le type, d'accord, ce que je vous ai dit, donc template. Et si j'essaie d'afficher, alors ici, ça n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'avec une f-string, on aurait fait quelque chose comme ça. Et là, évidemment, vous voyez que ça ne se passe pas exactement comme on l'attendrait. On n'est plus sur une simple chaîne, mais un type template qui contient beaucoup de choses. Et ce que vous voyez là sont des attributs. On n'a pas encore parlé de programmation objet, encore une fois à ce stade, mais c'est pas grave. Mais on va pouvoir quand même afficher ces derniers par rapport à ce qu'on voit ici. Après, je dis, vous l'avez pas vu, peut-être que vous voyez ce tuto en ayant vu la partie programmation objet, donc vous savez de ce qu'il en est. On va regarder les quelques valeurs que ça contient. Je peux retrouver ceci. Donc si je l'affiche, ça va être plus simple visuellement que vous voyez. On obtient les différentes parties littérales. Donc vous voyez, chaîne, le petit espace ici et le point. Donc on a effectivement un nucléen qui est affiché avec les deux chaînes composées de tout ça, donc les deux chaînes qu'on a. Si j'affiche values, on a cette fois-ci la donnée qu'on va vouloir injecter, donc ici issue de ce qu'on a ici. Et si on veut avoir l'interpolation, donc c'est un petit peu le mélange, comme ceci, on a cet attribut-là. Donc vous voyez, vous mettez à chaque fois le nom de la variable, donc l'objet, point, et le nom de son attribut, tout simplement. Et là, nous avons ceci.
Donc on obtient un objet de ce type-là, d'accord, comme on a le type str pour les chaînes, comme on a le type template et comme voilà, on a le type interpolation, je sais pas exactement comment on prononce en anglaise, mais bref, vous avez compris. Et on va retrouver comme ça les différents éléments ici, avec éventuellement plein d'éléments qu'on peut avoir, donc plein d'autres informations qui vont être utiles, qu'on va pouvoir accéder à ces dernières ici. C'est quand même tout l'intérêt de ce qu'on a, en tout cas pour la suite. Donc, un enuplay, c'est un enuplay, hein, si on veut le détail technique, qui est composé finalement, voilà, donc c'est l'objet d'interpolation qui ensuite contient un petit peu chaque chose, c'est-à-dire chaque expression, ok, qui est contenue dans ces accolades. Voilà, l'ensemble un petit peu qu'on a ici. Allons un petit peu plus loin sur cet objet d'interpolation, parce que finalement c'était cet élément-là aussi qui est intéressant. On va donc rajouter une étape. Je vais l'appeler comme ceci. Et comme c'est un enuplay, bon, si vous savez ce que sont les enuplay, vous comprenez la syntaxe là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous la verrez de toute façon plus tard dans le cours, ne vous inquiétez pas. Juste noter ceci. Et ensuite là, je peux accéder aux différents éléments. Donc si je fais cette fois-ci, pas values, mais value, je vais enlever, hop, voilà. Donc chaque interpolation, c'est-à-dire chaque fois qu'on rencontre des doubles accolades, enfin des accolades ici, un couple d'accolades, c'est une interpolation. Donc là, j'en ai qu'une seule dans mon gabarit, dans le modèle, donc c'est pas grave. Mais si j'en avais d'autres, ce serait autre chose. Mais là, j'ai sélectionné le premier, qui avait donc forcément celui-ci. Donc nous avons la valeur, et vous voyez que la valeur, on récupère ceci. On récupère clairement ce qui a été injecté ici. Si je fais que j'accède plutôt à l'attribut expression, nous avons name. Donc name, c'est le nom, finalement, c'est la source, la chaîne source, qui contient voilà, le texte d'origine que nous avons. Donc là, ça vous affiche name, puisque c'est ça. C'est le terme qui est utilisé dans la chaîne. Vous voyez que là, il y a une particularité, c'est que ici, c'est un identificateur, c'est un nom de variable, mais ici, comme il est mis dans une chaîne, forcément, nous avons les choses traitées comme telles, donc il le prend comme la chaîne source. C'est-à-dire que le texte d'origine, il provient de ça, de name. Et c'est effectivement le cas, puisque c'est là-dedans qu'on a affecté le texte évolue nous. Donc ça correspond tout à fait à ce que nous avons. On continue. Il y a d'autres petites choses comme ça à connaître. Avec. Alors ça, on ne verra pas ici dans cet exemple, mais je vais le changer un petit peu. Si nous avons un indicateur, un opérateur de conversion. Donc ici, on n'en aura pas. Et c'est par exemple, quand je faisais ça la dernière fois, dans le cours, je vous avais montré, par exemple, ceci. Alors pas là, mais comme ceci, pour appeler implicitement la méthode rep et non pas la méthode str. Et donc, vous voyez qu'il indique voilà, qu'il en a trouvé un, donc il est ici. Et sinon, none, donc c'est tout ce qui va être R, hein. Il y a aussi S et A. Bref, donc tout ce qui concerne les chaînes formatées, okay, ce sont tous ces symboles finalement de conversion. Donc s'il y en a, eh bien, vous pouvez les obtenir ici. Donc là, bon, j'en ai pas dans l'exemple que j'ai mis tout à l'heure ici. Donc ce serait known. Et ensuite, vous savez, quand on faisait ceci, par exemple, donc cette fois-ci des spécificateurs de format, ou quand par exemple je veux afficher un flottant avec 2 décimales, donc le fameux point 2f, ce genre de choses, d'accord, ce genre de, ou transformer en valeur binaire, bref, changer le codage d'un nombre, par exemple. Et dans ce cas-là, on a format spec. Voilà. Je ne vais pas aller trop vite non plus. Et vous voyez qu'il récupère bien ceci. Donc chaque élément, chaque information est indiquée séparément, on les retrouve dans cet objet-là. Donc l'avantage, alors là, peut-être qu'encore une fois, tout dépend du niveau actuel que vous avez en Python, des connaissances que vous avez. Peut-être que forcément c'est un petit peu confus, parce qu'on se dit, bon, avant c'était assez simple, pour afficher une chaîne, on faisait directement l'utilisation de chaînes formatées, on affichait tel quel, on faisait un print de la variable, ça marchait très bien. Là, on a un outil qui est censé être, voilà, rajouter d'autres choses, et déjà, bon, on ne peut plus afficher la chaîne telle quelle, ça ne marche pas, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, quand on a essayé de faire un print là-dessus, on avait tout un tas d'éléments, donc ça ne marche pas aussi simplement que les chaînes formatées. Et en plus, on se retrouve avec plein d'informations qui sont séparées, puisque tout n'est plus traité comme une simple chaîne, on ne peut plus faire de l'affichage simple comme on le faisait en tout cas ici. Maintenant, on se retrouve avec plein d'infos. Et c'est là justement tout l'intérêt. C'est le jour où vous allez avoir besoin d'outils pour contrôler certaines informations, vous voyez, elles sont toutes quelque part. Donc, on va pouvoir utiliser ensuite des outils de validation, de contrôle de données, de filtrage, de formatage, peu importe, n'importe quoi,
donc je vais en parler un petit peu après, qui permettra d'accéder aux différents éléments et de voir ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on contrôle et qu'est-ce qu'on manipule un petit peu avec toutes ces données-là. Justement, pour avancer un petit peu sur ce tuto, parce que c'est un peu quand même la question, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut, à partir de l'usage de cet exemple-là, parce que c'est quand même le but final, derrière c'est une chaîne de modèles, comment afficher? C'est-à-dire qu'à la fin, comment on peut afficher effectivement la chaîne obtenue une fois qu'on a appliqué justement des traitements de validation, de filtrage, etc. Et pour ça, donc ça revient en fait à se dire bêtement comment je passe de ce type-là à ça finalement, tout bêtement. On va tout simplement utiliser ou écrire nous-mêmes notre moteur de rendu. Donc là, ce n'est pas le langage, d'accord, qui va par exemple imposer un outil natif pour le faire, parce que justement, tout l'intérêt de ça, c'est d'avoir ensuite un type, comme je dis, avec un objet un peu structurel, d'accord, un peu structuré, et ensuite, vous écrivez votre propre moteur de rendu, ou vous utilisez, donc généralement des outils bien sûr à utiliser un petit peu par beaucoup de monde, ou même dans le milieu professionnel, sont des outils qui sont déjà existants, même si là on est sur, au moment où je vous parle, sur une fonctionnalité qui est récente du langage, et à ce moment-là, tout va être fait en fonction, et vous allez comprendre tout l'intérêt d'un tel outil justement pour effectuer du filtrage, etc. Donc avant de terminer ce tuto, ce que je pourrais très bien dire, voilà, vous savez ce qu'il en est, et puis on s'arrête là, et débrouillez-vous avec votre moteur de rendu, j'ai évidemment prévu dans cette vidéo de vous donner quelques exemples. Donc attention, je ne vais pas vous écrire forcément des exemples avec plein de contrôles, plein de vérifications où tout est fait proprement. Ok, on n'est pas sur des choses qui seraient utilisables telles quelles, il faudrait les améliorer un peu, mais c'est pour vous donner quand même des petits exemples de ce qu'on peut faire par la suite avec ce que nous avons. Je vais garder celui-ci. Ça, oula, j'y touche pas. On va le laisser tel quel. Je vais même l'enlever, parce que finalement, c'est d'arriver à afficher ça, peu importe ce que l'on met derrière. C'est de se dire, en fait, qu'à l'arrivée, si j'affiche, voilà, donc je vais faire par exemple render template, voilà, que ça m'affiche quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que ça m'affiche la chaîne complète avec le point. C'est l'objectif qu'on veut obtenir. Pour ça, on va écrire une petite fonction très simple, encore une fois très simple, même trop simple pour ce qu'il faudrait vérifier, surtout qu'elle va rien contrôler celle-ci, elle va juste convertir en fait tout ce qu'il faut de sorte d'avoir une chaîne d'arrivée en sortie. Donc en soi, on va pas contrôler, filtrer quoi que ce soit. Mais en soi, de toute façon, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire ici. Je vais prendre un modèle en entrée, et ici, alors je raccourcis un peu l'écriture pour gagner un peu de temps, liste en compréhension, etc. Mais peu importe. Pareil, si vous comprenez cette syntaxe, si vous êtes suffisamment avancé dans le cours, si c'est pas le cas, vous la comprendrez parfaitement. Et encore une fois, c'est pas le but, je pourrais décomposer. Voilà, le seul truc à savoir, c'est qu'on va convertir les éléments en chaînes de caractères. Et avec ce que vous savez, même au stade des chaînes de caractères sur le cours, vous seriez capable de le faire. C'est que moi, pour gagner un peu de temps, je vais raccourcir un peu l'écriture et optimiser, on va dire, un poil ça. Donc ici, on utilise la méthode join des chaînes de caractères classiques. Et ensuite, je vais convertir pour une partie, donc là, on n'a pas vraiment de partie, la valeur, donc rappelez-vous l'attribut value de tout à l'heure, par rapport notamment aux différentes interpolations que nous avons. Si l'élément, donc la partie que j'analyse, n'est pas d'instance str. Donc porte n'est pas de l'instance là, sinon, je joins directement la partie telle qu'elle, puisque ça veut dire qu'elle l'est, donc si c'est déjà une chaîne, j'ai pas besoin de la convertir en chaîne, elle est déjà prête. Et je fais ça pour chaque partie de mon modèle. Voilà, donc c'est un peu long, mais au moins ça permet de faire les choses rapidement. Sinon je pourrais faire des if, else, peu importe. Encore une fois, on peut écrire ce code en plusieurs lignes et il n'y a aucun problème. Je vous ai toujours dit dans du code, il faut que ce soit lisible pour vous. Le but, c'est pas d'écrire le moins de lignes de code possible, c'est d'avoir un code lisible et bien sûr fonctionnel, qui fasse les choses correctement. Donc simplement, voilà, je fais ça. Si j'ai pas fait de bêtises, normalement on va voir. Voilà, c'est bon. Et ici on a effectivement l'affichage qui est enfin possible. Bêtement, voilà, par rapport à ce qu'on a ici. Donc bien sûr, aucun filtrage qui est fait, là vraiment c'est comme si on venait d'afficher ici fstring directement. Donc là, avec cet exemple ici, en fait ça revient à faire ça. Voilà, clairement, parce que ça n'apporte rien de mieux. C'est-à-dire on a utilisé ici une chaîne de modèles, sauf qu'on ne contrôle rien, on ne filtre rien, donc autant faire ça. Donc effectivement, dans ce cas de figure précis, faites ce qu'on a fait dans le cours, et ça marche très bien. Mais, deuxième exemple, quand même, pour vous montrer l'intérêt réel qu'il peut avoir de ça. Donc là, je m'adresse par exemple à ceux qui font du développement web. Vous savez probablement, quand on fait du développement web, pour éviter certains problèmes d'injection, notamment faille X2S, on évite, à l'affichage notamment, d'interpréter
tout code HTML qui aurait pu être écrit par un utilisateur un petit peu, on va dire, malin, ou pas d'ailleurs. Donc par exemple, on va éviter, bon là, hein, c'est pas, ça va rien faire du tout, mais éviter de rendre ceci, bien sûr, comme ceci, interprété dans un navigateur, sinon on va exécuter le code JavaScript qu'il y a. Et si on note quelque chose qui peut être problématique, vous allez exécuter du code malicieux, comme on dit, ou malveillant, d'un utilisateur, et on ne veut pas ça. Donc on va faire en sorte de transformer ces caractères pour qu'il affiche à la fin en fait ceci, et non pas qu'il se dise ah tiens c'est une balise HTML ça aussi, et ça a une petite fonction JavaScript, on va l'exécuter. Donc on va éviter ce genre de choses là. Donc ça il va falloir échapper les différents caractères pour faire par exemple convertir ce caractère en autre chose, pour l'afficher directement de manière brute dans le code, et non pas le faire considérer par le navigateur comme étant une balise à interpréter et donc exécuter. Là, l'exemple va être un peu plus parlant. Alors, pareil, il y a peut-être des parties de code que vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est juste faire un petit exemple de petit moteur de rendu rapidement avec un système d'échappement. Et je vais utiliser la méthode fonction escape qui existe du module HTML de Python. Hein, voilà, c'est totalement natif. Je n'invente rien. Et je vais écrire mon rendu. Donc le but, c'est qu'on peut partir de ça. Donc ça on va voir pour le moment. J'aime bien toujours écrire le code dans l'autre sens. C'est d'avoir par exemple quelque chose comme ceci. J'avais dommage, je l'ai enlevé, hein, c'est dommage. Si vous voulez, on note qui on veut. C'est cadeau. Voilà, comme ceci. On crée une chaîne de modèles, donc qui va servir cette fois-ci à filtrer. C'est tout l'intérêt de ça. Au moment où par exemple on va afficher, je sais pas moi, dans un bloc de code, afficher l'élément qu'on a ici. Voilà. Et ensuite, TPL. Si j'affiche, je vais enlever ça. Prenons un exemple sans filtrage, ok, sans aucun filtre, sans rien, que je fais ça. Voilà. Donc ça reviendrait à faire en PHP un ICO de quelque chose, ou d'afficher bêtement, voilà, même en JavaScript, un code, quel qu'il soit, sur une page web. Et bien sûr, bah là vous voyez, on affiche ça, donc un navigateur, s'il lit ça, il va interpréter ça comme des balises HTML, il va donc exécuter le code, et si c'est malveillant, eh bien, tant pis. On veut éviter justement ce problème-là. Donc on va transformer ça en quelque chose avec des caractères qui ont été échappés, en tout cas des caractères qui peuvent être problématiques. On va pas les enlever, mais on va échapper ces derniers. Donc je vais ajouter mon filtre grâce à la fonctionnalité des chaînes de modèles. C'est à ça justement que ça va servir. Et je vais développer un petit peu ici pour échapper les caractères comme je veux. On va faire une liste vide. Si vous à ce stade ne savez pas ce que c'est une liste, je vous l'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez revenir sur cette vidéo plus tard. Encore une fois, là, c'est pas le temps de comprendre ce que j'écris pour le moteur de rendu, c'est juste que vous voyez à quoi servent les test strings une fois qu'on crée notre moteur de rendu et ce que ça a comme utilité ensuite pour des données ici qui sont filtrées. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour chaque élément, on va prendre par exemple chaque élément qu'on a ici. Donc, rappelez-vous, un template, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément itérable. Pas de problème, c'est exactement ce qu'on fait, on a bien compris ce qu'on manipulait. Et ici, si c'est de type chaîne, donc comme tout à l'heure, mais vous voyez que là l'écriture est moins raccourcie, j'ai choisi ici, là je vous la développe un peu plus, comme ça change un petit peu. Et bien on ajoute cette liste, l'élément qu'on a. Et sinon, si c'est pas le cas, on n'ajoute pas l'élément tel quel, parce qu'attention, ça veut dire qu'on a probablement ça. Vous voyez, il y a des caractères bizarres, donc attention, ça on les veut pas. Donc on va les échapper avec escape, mais on n'oublie pas la petite conversion bien sûr. Value 1, 2, 3, j'ai mes 3 parenthèses, c'est magnifique. Et après, on n'oublie pas de joindre tout ça, donc toutes les parties avec la méthode join des chaînes de caractères qu'on a déjà vu dans le cours, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On y va, si j'ai pas fait de bêtises normalement, comme je vous l'ai bien expliqué en même temps, sauf si j'ai noté des bêtises, ça devrait être bon. Je réexécute le programme, je vais enlever ça, même si en fait ça qu'on peut le laisser, hop, pour voir la différence. Hein. Et voilà, ça c'est l'exemple brut, vous voyez ce qui s'est passé. Donc tel quel, d'ailleurs on n'a même pas la partie comme vous voyez du modèle, les divs notamment qui sont pas dedans, donc il nous manque de toute façon une partie, mais peu importe. Et là vous voyez, on a bien fait échapper les caractères. Donc là, on a supprimé un risque potentiel de sécurité sur une chaîne, donc ici un ensemble de balises HTML, de code HTML qu'on aurait pu avoir.
Et on aurait pu faire ça pour protéger une requête SQL, voilà, pour des bases de données, pour protéger des données filtrées depuis un formulaire. Peu importe en fait, tout ce qui peut être à valider, à transformer, à formater, à filtrer, ce que vous voulez. Vous créez ou vous utilisez un moteur de rendu qui, lui, va se charger de toute la partie logique, c'est-à-dire tout le traitement à faire là-dessus. Et après, vous, en amont, vous protégez, en fait, vous faites intervenir en tout cas ici vos différents outils, donc en créant des objets de modèles avec des données séparées, comme vous l'avez vu, entre les littéraux et les données injectées, et vous passez ça au moteur de rendu, et le moteur de rendu va faire son travail, va fournir la chaîne finale, effectivement, mais avec tous les traitements qui ont été faits en amont pour la protection, la sécurité, etc. Donc c'est là tout l'intérêt, et si vous avez compris jusque-là, vous avez compris l'intérêt d'un tel système. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce tuto, c'est tout ce qu'il y avait à vous montrer sur cette partie, le détail un petit peu des différents éléments, et vous avez vu comme ça deux exemples assez parlants. Et si vous voulez vous entraîner, en plus ça peut vous faire travailler un petit peu Python, vous pouvez très bien créer d'autres moteurs de rendu, par exemple pour SQL. Comment protéger une requête SQL par exemple, ça peut être un bon exemple d'exercice. Donc vous pouvez voir tout ça, voir un peu comment mettre ça en place. Mais moi j'ai abordé un peu tout ce que je voulais vous montrer. Donc au moins vous savez comment ça fonctionne. Dans le cours vous avez appris à utiliser ceci. Dans ce tuto, je vous ai montré comment utiliser ceci. Bon, maintenant vous n'avez plus qu'à les employer si nécessaire dans vos différents programmes en Python. Et vous êtes un petit peu à jour par rapport à tout ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à vous abonner, partager la vidéo. Un classique. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne. Ciao!